De son pays pendant 3 ans et reconnu comme un artisan de la stabilisation économique de la RDC. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle et donné dans le trio de tête des intentions de vote. Cadre du PALU, le parti lumumbiste unifié, allié de la majorité présidentielle. Quelle est sa proximité avec Joseph Kabila? Quel sera son programme? Adolphe Mouzito est notre invité dans la deuxième partie du journal. Pour l'heure, place à l'actualité. Épidémie d'Ebola en RDC, l'inquiétude régionale. La fièvre hémorragique a déjà fait 25 morts. La ville de Mbandaka face à la République du Congo est touchée. La riposte sanitaire s'organise sur le terrain. Au Cameroun, la grève des avocats stagiaires, des centaines d'entre eux ont été recalés à l'examen du barreau. Ils dénoncent les critères d'admission et surtout des tricheries à grande échelle. Et puis en sport, nous reviendrons sur l'attribution du prix Marc-Vivien Foé au Camerounais Karl Toko Ekambi, prix du meilleur joueur africain de Ligue 1 donc. Et puis le musicien Manu Dibango nous donnera ses pronostics pour le Mondial 2018. Bienvenue dans votre journal Afrique. Il aura donc fallu presque 3 mois pour que sa famille récupère son corps. Rossi Mukendi Chimanga avait 36 ans. Il est mort le 25 février lors de la 3e marche des catholiques à Kinshasa. Les autorités ont finalement accepté de rendre le corps à la famille. La levée de corps avait lieu aujourd'hui. Francine Mokoko avec Darika Linglopi. Ils crient le nom de leur compagnon de lutte, Rossi Mukendi. Le cercueil de l'activiste a quitté l'hôpital général près de 3 mois après le drame. Entre chants et pleurs, le cortège a parcouru une partie de Kinshasa. Jusque-là, impossible d'organiser des obsèques. Le pouvoir n'avait pas autorisé la famille à récupérer la dépouille. J'ai récupéré le corps de mon fils qui est devant vous. Je suis très content pour organiser les funérailles dignes de son nom, de son rang. C'est un héros qui est tombé. À son cou, le père de Rossi Mukendi porte les médailles d'un fils champion de taekwondo, mais aussi un opposant à Joseph Kabila et leader du mouvement collectif 2016. Pour Rossi Mukendi, la lutte a pris fin dans les rues de Kinshasa. En février dernier, il était là lors des marches catholiques violemment réprimées. À 35 ans, militant acharné pour l'alternance, il y laissera la vie. Pour ces activistes, le combat continue. Avec le corps de Rossi à côté, nous avons pu démontrer que la politique de la terreur a échoué dans le passé et continue d'échouer aussi au Congo. Rossi Mukendi sera enterré ce samedi au cimetière Nécropole. Et en fin de semaine prochaine, le procès de l'assassinat de l'activiste devrait débuter. 25 morts sur un total de 45 cas. C'est le dernier bilan provisoire de l'épidémie d'Ebola en RDC. La fièvre hémorragique a refait son apparition avec une particularité inquiétante puisque cette fois elle touche une grande ville, Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Le risque de propagation régionale étant élevé, la riposte sanitaire s'organise. Marie Valeret. Cette fois, la menace est grande, au point de réunir en urgence l'Organisation mondiale de la santé. Le virus Ebola se propage en République démocratique du Congo et c'est toute la région de l'Afrique de l'Est qui est en alerte. Maintenant que nous avons ce cas confirmé à Mbandaka, l'OMS a réévalué le risque de propagation. Il est aujourd'hui passé à très élevé au niveau national, élevé au niveau régional et reste bas au niveau international. L'épidémie apparue au début du mois dans le nord-ouest du pays se limitait jusqu'alors à des zones rurales et reculées. Mais mercredi, un premier cas de fièvre Ebola a été recensé à Mbandaka. La ville, qui compte plus d'1 million d'habitants, est un important centre urbain. De quoi compliquer le travail des autorités. L'autre inquiétude, c'est sa situation. Traversée par le fleuve Congo, Mbandaka se trouve au carrefour d'axes routiers et fluviaux, tout près de la frontière avec son voisin congolais. C'est maintenant qu'on peut encore contrôler, c'est maintenant que nous devons tous faire l'effort pour vraiment éviter et arrêter l'épidémie. Il faudra contrôler que ça ne monte pas. Le plan de riposte contre Ebola a été activé à Mbandaka par le ministre de la Santé congolais, dépêché spécialement sur place. Des kits de protection et d'hygiène ainsi que des médicaments ont été envoyés en urgence depuis l'Europe. Dans ces cartons, des milliers de doses d'un vaccin expérimental sont également en train d'arriver à Kinshasa. Ils devraient être testés dans les prochains jours.
Et puis la Sierra Leone organise des exercices de simulation en cas de reprise de l'épidémie Ebola avec des infirmiers et autres personnels de santé sous commandement militaire. Un exercice sans aucun rapport avec les cas décomptés en RDC, c'est ce qu'affirme le coordinateur. En tout cas, cette épidémie a tué près de 4000 personnes dans le pays entre 2014 et 2016. L'Égypte, refuge des Palestiniens pendant le mois de Ramadan. Le pays a décidé d'ouvrir sa frontière avec la bande de Gaza au point de passage de Rafah. Mesure exceptionnelle qui durera un mois sur décision du président Abdel Fattah al-Sisi. Décision qui fait suite aux manifestations de lundi durant lesquelles 60 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne. Au Cameroun, les avocats stagiaires sont en grève. Le mouvement a commencé depuis le 2 mai et pour la deuxième fois aujourd'hui, ils manifestaient devant le palais de justice. Ils contestent les critères de l'examen du barreau et dénoncent des tricheries à grande échelle. Marcel Amoko avec Darika Linglopi. Abat l'injustice! Abat l'injustice! Abat! Ces avocats stagiaires réclament leur admission au barreau. La colère monte chez les robes noires au Cameroun. Près de 800 ont été recalés suite à l'examen d'entrée réputé difficile. Un taux d'échec de 70%, mais tous dénoncent la méthode qu'ils qualifient de favoritisme. Au Cameroun, les avocats que vous voyez là, ils sont plus de 800 qui viennent du Nigeria, de Gambie et autres. Ils sont passés 1 an de formation. Donc le Cameroun est le seul pays au monde où on utilise les avocats formés ailleurs et les avocats formés sur place, on refuse de les utiliser. Jean Magouarnalt a pris la tête de la contestation. Comme lui, une partie des recalés font entendre leur frustration. Éthique, déontologie ou encore texte de loi. Depuis 3 ans, chaque avocat stagiaire travaille pour apprendre les rouages du métier. Alors pour beaucoup, cet échec est incompréhensible. On ne veut pas nous rendre justice, nous avons saisi le président de la République. Une interpellation par mémorandum. Ils y expriment leur mécontentement et un sentiment fort d'injustice. Les avocats stagiaires demandent du changement dans le processus d'admission. Pour eux, les critères de sélection d'entrée au barreau du Cameroun sont douteux. Où nous avons fait les sittings devant le ministère de la Justice pour réclamer les PV de nos résultats ou une liste additive pour nous convaincre que nous avons raté cet examen. Pour l'heure, aucune réponse. Il faut au moins obtenir une moyenne de 12 pour exercer. Les recalés demandent une nouvelle revue des copies et une intégration des meilleurs au barreau du Cameroun. De leur côté, les autorités expliquent l'élimination de certains candidats, notamment par l'absentéisme et la falsification de diplômes. Les États-Unis songeraient-ils à pousser Paul Biya vers la sortie? En tout cas, le communiqué de l'ambassadeur américain au Cameroun rompt les usages diplomatiques puisqu'il accuse ouvertement Yaoundé d'assassinat ciblé dans les zones anglophones qu'il accuse également d'exaction. Mais surtout, il conseille au président Biya de s'inspirer de Nelson Mandela, par exemple, et, je cite, de penser à son héritage. Une façon peut-être de suggérer au président âgé de 85 ans de céder son fauteuil en cette année électorale. On écoute tout de suite la réaction du porte-parole du gouvernement camerounais. La nation camerounaise est victime. C'est toute la nation camerounaise qui est menacée dans son existence. La menace à laquelle nous faisons face dans le nord-ouest et le sud-ouest est beaucoup plus grave que celle à laquelle nous faisons face aujourd'hui à l'extrême nord dans le cadre de Boko Haram. Une infime partie drogués, des violents, des extrémistes veulent amputer cette nation. Je voudrais dire au nom du gouvernement que le dernier Camerounais est prêt à livrer les dernières gouttes de son sang pour maintenir cette nation unie, solidaire. C'est maintenant l'heure de notre journal des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Et on va commencer en parlant football avec les matchs éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Oui, et c'était aujourd'hui la phase retour du deuxième tour des éliminatoires de cette CAN. Alors 2 matchs étaient prévus et cet après-midi, le premier c'était entre le Ghana et l'Algérie. Il a été reporté à dimanche. En revanche, à Yaoundé, le Cameroun au tir au but s'est qualifié pour le 3e tour en éliminant l'Ouganda par 5-4. Et le programme de demain, qu'est-ce que c'est? Alors il y aura 4 rencontres. À Lusaka, la Zambie, championne d'Afrique, sera opposée au Rwanda. La Côte d'Ivoire tentera de se qualifier en remontant son handicap de 3 buts face au Gabon. Même défi pour la Mauritanie.
pour la Guinée face à la Mauritanie, 1-0, battu 1-0 au match aller, je vais y arriver. Et l'Égypte accueillera le Sénégal à Dakar. Les deux équipes s'étaient séparées par un match nul. 0-0. Bon, on va revenir, Lise Laure, vous y êtes arrivée. On va revenir sur l'attribution du prix Marc-Vivien Foé. C'était en début de semaine et qui a été attribué à un Camerounais, Karl Toko Ekambi, Camerounais qui évolue à Angers. Oui, et c'est le premier Camerounais, alors 17 buts en 36 matchs pour Karl Toko Ekambi qui fait désormais partie des 10 meilleurs buteurs du championnat de France. Alors pour recevoir ce prix qui a été décerné par nos confrères de RFI et de France 24, prix qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1, la famille de Karl Toko Ekambi avait fait le déplacement du Cameroun, ancien enseignant et ingénieur de formation. Le père de Karl Toko Ekambi était évidemment très fier, mais il avoue qu'au début de la carrière de footballeur de son fils, il n'était pas très enthousiaste. On l'écoute. Vous ne doutez pas, mais c'est très difficile d'être le parent d'un footballeur parce qu'il n'y a aucun parent qui accepte que son fils joue au football. Alors si nous on en est arrivé là, aujourd'hui, on a décidé de le soutenir. Donc le prix représente une consécration. Un enfant qu'on a laissé aller vers le football et qui réussit. Donc tout ce qu'on fait, c'est de soutenir, l'épauler et l'amener vers des horizons plus heureux. Bon, maintenant on va continuer à parler football, mais avec un musicien, et je suis sûre que lui non plus, ses parents ne voulaient pas qu'il fasse de la musique. C'est Manu Dibango qui répond à notre quiz mondial et qui nous donne ses pronostics pour la compétition de foot. Oui, Manu Dibango qui est un passionné de la Ligue 1 et qui suivra bien sûr le mondial. Alors, il nous a dit qu'il soutient toutes les équipes africaines, mais vous allez le voir, il a quand même quelques préférences. Vous voyez, je suis musicien. Je m'appelle Manu Dibango. Si c'est le Nord, c'est la Tunisie pour moi. L'Afrique du Nord, bien entendu. Si c'est l'autre, j'ai l'impression que le Nigeria peut faire quelque chose. Bon, on peut se tromper, hein. Mais j'ai l'impression que le Nigeria a l'habitude des grands rendez-vous. Et ils ont... Comme un orchestre, ils ont des réflexes, ils se connaissent. Maintenant, le Sénégal peut créer la surprise aussi. Hein. S'ils sont vraiment comme les autres équipes, c'est-à-dire bien placés dans des hôtels normaux, les résultats peuvent être assez surprenants. J'ai pas de favori, hein, mais je fais confiance aux gardiens. Pour moi, pour ce qui concerne le Nigeria, je fais confiance aux gardiens. Voilà. Dernière question. Les résultats de ce qui s'est passé avant vont peut-être motiver les nouveaux entraîneurs. Parce qu'il y a aussi le problème d'entraîneurs. Hein. Et ça dépend du temps qu'ils ont eu pour s'entraîner. Parce qu'en général, là, c'est la fin des championnats. Il y en a beaucoup qui sont en Europe et tout ça. Dans quel état de forme ils vont arriver à Moscou? Tout le monde, chez nous, on espère qu'il y aura une surprise, que quelqu'un va franchir l'étape. Et moi, j'ai toujours l'impression que le Nigeria peut faire quelque chose. Je soutiens évidemment aussi le Sénégal. Hein, mon cœur balance entre les deux, là. Voilà, il n'a pas de favori, mais on a compris quand même que le Nigeria, voilà, peut-être. Merci Lise Laure. À demain pour un autre journal des sports. On continue avec de la musique et ce collectif de femmes rappeuses venues du Sénégal, les Free Voices, eh bien, elles étaient en concert à Paris pour les 30 ans du hip-hop Galsen, le rap sénégalais, pionnier sur le continent. Nos reporters Pascal Achard et Guillaume Gouet les ont rencontrés. Reportage. Ordinaire, elles rappent en solo, mais aujourd'hui les voici réunies au sein d'un collectif Free Voices, déterminés à faire entendre leur voix en wolof, en français ou en anglais. On veut montrer aux femmes, surtout, qui sont dans le hip-hop, que c'est possible. Parce que c'est pas très évident au Sénégal quand on est femme et qu'on est rappeuse. Donc déjà, on a un problème de visibilité. Pour
Pourtant, la scène féminine hip-hop existe au Sénégal et ailleurs sur le continent africain. Une scène jeune, mais qui a plein de choses à dire. C'est dur pour une femme, on est dans des sociétés machistes. Il y a une mise sous tutelle qui est permanente. Quand tu quittes la tutelle du papa, tu vas directement sous la tutelle du mari. Si vous voulez, moi et plein d'autres femmes aujourd'hui au Sénégal, on est une anomalie sociétale. Je ne suis pas encore mariée, donc je suis ce truc bizarre là, cette molécule qui n'est accrochée à rien. Il y a plein de préjugés aussi, de stéréotypes sur les femmes qui font ce genre de métier-là. L'union fait la force, alors ensemble, elles s'activent à faire bouger les mentalités. Le collectif prépare un album et tourne en Europe et dans son pays pour la fête du hip-hop sénégalais qui célèbre ses 30 ans. Voilà, c'est la fin de la première partie du journal Afrique. Tout de suite, place au MAG. Il a été Premier ministre de son pays pendant 3 ans et reconnu comme un artisan de la stabilisation économique de la RDC. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle et donné dans le trio de tête des intentions de vote. Cadre du PALU, le parti lumumbiste unifié, allié de la majorité présidentielle. Adolphe Mouzito, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors peut-être avant de commencer sur les questions politiques, nous avons diffusé un reportage sur le corps de Rossi Chimanga qui a été restitué à sa famille. Peut-être une réaction, qu'est-ce que ça vous inspire après plus de 3 mois, près de 3 mois? C'est un pouvoir qui ne sécurise pas les Congolais et un pouvoir qui ne laisse pas les Congolais exprimer leurs aspirations, revendiquer, descendre dans la rue. C'est révolu, c'est pratique totalitaire et moi je combats cela. Pratique totalitaire que vous combattez. Alors, peut-être pour vous resituer, vous êtes économiste de formation, inspecteur des finances, je crois. Vous avez été Premier ministre de la RDC pendant 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes candidat à l'élection du 23 décembre. En quelques mots, quel est votre programme ? Mon programme est en pleine élaboration. Je suis en pleine consultation des différentes couches sociales parce que je voudrais présenter un programme qui s'inspire des aspirations des populations, des différentes candidats. Alors en 2006, quand Joseph Kabila a fait campagne, il y avait eu les 5 chantiers, arranger la santé, les routes, les infrastructures, l'eau, l'électricité. Pour vous, quels seraient les 5 chantiers prioritaires ? Pour moi, ce sont les mêmes chantier prioritaire, mais je pense que le Congo est plutôt à construire et non à développer. C'est un pays qui n'a pas d'infrastructure. C'est un pays où la population, la moyenne des Congolais un Congolais vit avec $1,50 et c'est en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. C'est ainsi qu'en moyenne, quand vous prenez le Congo-Brazzaville, l'Angola, etc., ils vivent avec par jour $6, c'est-à-dire c'est déjà 3 fois, 4 fois plus que les Congolais. Nous avons 90 millions de Congolais, et plus ou moins 50 millions représentent la population active, et 70% ce sont des chômeurs. Et 80% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté. S'il ne devait y avoir qu'une seule priorité ou 2 priorités, pour vous, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est résoudre la situation conflictuelle à l'Est, c'est résoudre le problème des routes. Si vous deviez citer ne serait-ce que 3 priorités. La première priorité, ce sont les routes. Il faut doter ce pays des routes, des infrastructures de base, l'électricité et l'eau. La deuxième priorité, grâce aux infrastructures, on va intégrer le pays sur le plan géographique et sectoriel. On peut commencer à créer des emplois grâce à une politique de grands travaux. Évidemment, dans la foulée, la base matérielle va augmenter. L'État aura une assiette fiscale plus importante pour financer ses fonctions régaliennes, mais aussi sociales. Donc, il faut encourager dans notre pays des réformes qui permettent d'améliorer le climat des affaires. Et grâce à ces réformes, il faut travailler avec la communauté internationale pour être en mesure de mobiliser les fonds dont on a besoin pour financer ces infrastructures dont je viens de parler. Alors, votre parti, le PALU, a contribué aux côtés d'un grand parti comme l'UDPS à l'avènement de la démocratie sous Mobutu. Aujourd'hui, le PALU est un allié de la majorité présidentielle. Vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à Joseph Kabila? Est-ce que vous êtes un allié ou est-ce que vous êtes un opposant? Je suis un ancien allié dans le cadre de mon parti. D'abord, pour le premier quinquennat. Opposant? Pardon? Ancien allié, actuel opposant?
Tu es l'opposant dans la mesure où tous les Congolais constituent l'opposition face à un pouvoir qui n'organise pas les élections et qui s'impose à la tête du pays sans mandat. Et de ce point de vue, nous sommes une opposition citoyenne, tous les Congolais. Et donc le président de la République n'a pas en face de lui des opposants au sens politique du terme. Il a en face de lui des citoyens, tous les Congolais qui refusent le fait qu'il n'ait pas organisé les élections en 2016, qu'il ait récidivé en 2017 et qu'il soit en train de planter un décor qui nous amène à penser que les élections en 2018 n'auront pas non plus lieu. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je suis opposition, mais une opposition citoyenne. Je ne me sens pas comme opposition face à une politique qui n'existe pas, une politique qui n'existe plus, parce que nous sommes dans un contexte d'un gouvernement de transition, dans le cadre de l'accord de la Seine-Sylvette, qui veut que et la majorité, ancienne majorité, et l'opposition sont au gouvernement pour expédier les affaires courantes. Alors, vous vous définissez comme un opposant. Votre parti, le PALU, je le disais, est allié de la majorité présidentielle. Vous avez vous-même été écarté des instances dirigeantes du PALU, justement, pour avoir déclaré qu'il fallait redéfinir les alliances du parti, et notamment avec la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez pouvoir obtenir l'investiture du PALU ou concourir sous les couleurs d'un autre parti ou d'une autre plateforme électorale ? Vous savez, au Congo, aucun parti ne peut faire gagner à lui seul son candidat. Si vous prenez les 8 principaux partis politiques, ils ne représentent que 44% de l'électorat national. Donc la masse critique, l'électorat est en dehors des partis politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon parti, c'est un parti des masses. Ce qui est le plus important, c'est le soutien de la base militante. Et il faudra élargir les champs pour ratisser large à travers la société civile, mais aussi les autres formations politiques. C'est la démarche que nous avons commencé à engager. Alors justement, le PALU et vous-même, effectivement, vous avez une très bonne assise, notamment dans l'ouest du pays. Est-ce que, mais comme vous le dites, ce n'est pas suffisant pour faire le plein de voix dans tout le pays, est-ce que votre objectif, pour revenir aux affaires, c'est de faire des alliances électorales avec d'autres partis, et lesquels ? Oui, des alliances avec d'autres formations politiques. Mais je me place plutôt dans la perspective de fédérer au niveau de la société civile les intellectuels, les universités, les hommes des métiers qui ont une expertise de proximité. Mais aussi, je compte négocier des alliances avec les partis politiques traditionnels. Parce que sachez qu'en RDC comme en Afrique de manière générale, on ne vote pas gauche-droite, on vote Est, Ouest, Centre, etc. Et donc, je voudrais consolider une alliance à l'Ouest. Je voudrais négocier avec le Centre, mais aussi avec des leaders politiques de l'Est. Quand je dis négocier, c'est-à-dire essayer de débattre sur ma vision, sur mon projet politique, mais aussi sur les ambitions des uns et des autres. Alors justement, en parlant des ambitions des uns et des autres, il y en a un qui a des ambitions présidentielles, c'est Moïse Katumbi. Alors, en novembre 2015, vous disiez qu'il n'avait pas de vision politique, que vous ne voyiez pas de différence entre lui et entre Kabila. Vous étiez même assez critique finalement sur l'origine de sa fortune, mais non, c'est plus le cas. Vous dénoncez même un acharnement du pouvoir contre Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis et de ton sur cet acteur politique ? Non, je n'ai pas changé d'avis. Ça, il faut faire la différence entre l'analyse politique que je peux faire sur son programme et sur sa personne dans une certaine mesure, et l'opinion que j'ai sur la procédure qui est engagée à sa charge. Et je considère qu'en tant que citoyen, il a le droit de recouvrer sa nationalité parce que juridiquement, il faut reconnaître qu'il a perdu. Mais j'ai l'impression qu'on ne lui facilite pas la tâche et moi, je dénonce cette attitude. Moi, je veux bien que Katumbi soit avec nous sur les champs de bataille. Je considère que c'est quand même une bonne chair à se mettre sous la dent. Kabila est en train de nous les priver et moi, je veux bien qu'on lui facilite la tâche. Vous pensez qu'il pourrait être un allié ensuite pour vous ? Un allié, mais ça suppose qu'on discute sur des programmes publics, qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et quelles sont les ambitions et qui de nous peut être les meilleurs pour porter ces projets qu'on aura discutés et convenus ensemble. En tout cas, vous n'y êtes pas opposé. Vous n'êtes pas opposé à une discussion avec Moïse Katumbi, par exemple. Je ne suis opposé à aucune discussion et avec personne. Je crois que les Congolais ont beaucoup plus de choses à faire ensemble. Ils ont beaucoup de choses en commun par rapport au défi qui est le nôtre. C'est un pays qui a besoin qu'on jette les bases, c'est un pays à construire. Nous n'avons pas des nuances de quelle réforme. Le Congo, c'est véritablement un pays à construire
Il faut un paquet de réformes, il faut travailler avec la communauté internationale, il faut mobiliser les ressources pour financer les infrastructures en partant de notre capacité financière à nous, puisqu'on en a une, qui aujourd'hui est sous-mobilisée, mais aussi il faut faire des réformes, un paquet de réformes pour que la communauté financière internationale puisse nous soutenir dans ce programme de construction du pays. Et de ce point de vue, les convergences sont possibles entre nous et les Congolais, quels que soient les clivages politiques qui, pour moi, n'existent pas en réalité. Merci à vous. Adolphe Mouzito, membre du PALU, ex-premier ministre de la RDC, candidat à la présidentielle du 23 décembre. Merci à vous. C'est un entretien que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Et c'est la fin du Journal Afrique. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.